Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de cet e-book Contes de zombies et autres histoires de morts vivants de Anthony Lamacchia en autopublication. Je vous parlerai ensuite de Idealis, le tome 2, Dormir dans un océan d'étoiles de Christopher Paolini paru chez Bayard. Et enfin je terminerai avec Le sang de la cité, capitale du sud, le tome 1 de Guillaume Chamanadjian aux forges de Vulcain. On commence tout de suite avec Contes de zombies que j'ai reçu de la part de l'auteur. C'est un recueil de nouvelles qui est constitué un petit peu comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous avez l'acte 1, l'entracte, l'acte 2, l'outro, et en fait ces actes sont constitués de nouvelles qui mélange un petit peu, c'est le principe, des contes et du zombie. Voilà, à chaque fois, dans chaque nouvelle, vous allez trouver des zombies de manière assez différente les unes des autres et avec une petite touche, des fois plus marquée pour une nouvelle que pour l'autre, avec une petite touche de conte, c'est-à-dire de contes de fées. Des fois, vous allez avoir des fées, hein, clairement. Des fois vous allez avoir une histoire un petit peu comme Le Petit Pousset, vous voyez, dans ce genre de choses. Et puis des fois vous allez avoir des histoires qui n'ont rien à voir et où il n'y a pas de fées. J'ai passé un bon moment avec ce recueil, je lisais une nouvelle de temps en temps. Franchement c'est parfait pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween parce que quoi de plus halloweenesque que des zombies. Ce recueil de nouvelles est illustré. Voilà, à chaque début de nouvelle, vous avez une très belle illustration qui décrit un petit peu l'histoire que vous allez lire. Et à la fin, vous avez aussi des petites illustrations qui parsèment le récit en rapport avec ce que vous venez de lire. C'était plutôt chouette, franchement, il y a une très belle plume. Alors comme tout recueil de nouvelles, il y a des nouvelles qui sont meilleures que d'autres, je trouve. Les nouvelles, c'est un art très compliqué, je trouve, et je pense qu'il s'en est assez bien sorti parce que il y a des nouvelles où vous êtes dans l'horreur pure, où vous vous dites c'est complètement dégueulasse, et des fois, il y a aussi des messages. Il y a des messages sur nous, les humains qui détruisons notre planète. Il y a un message écologique parfois sur certaines nouvelles. Il y a des messages plus profonds. On est sur de l'apocalypse, sur tout ce qui peut vraiment tourner mal dans notre société. Et puis des fois, il y a des choses complètement farfelues. On est par exemple sur une nouvelle où un groupe de rock est essentiellement constitué d'anciens chanteurs, musiciens de rock décédés. Voilà, ils reviennent à la vie, ils forment un groupe de rock et ils vont se produire partout et ils vont dévorer leurs fans. Enfin bon, bref, c'est assez glauque par moment. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup de découvrir ces petites nouvelles parce que une de temps en temps, eh ben c'était plutôt pas mal. Alors on n'a pas forcément de continuité entre les histoires, c'est vraiment des nouvelles qui sont à part. Il y a certaines nouvelles qui se finissent un petit peu étrangement. Voilà, je lisais cette nouvelle et puis ça se terminait un peu abrupt et je me disais ah, ça se termine comme ça, ok. Et puis il y en a d'autres qui m'ont émerveillée dans le sens où oh, mais quelle imagination pour réussir à mélanger les genres de telle manière que ça constitue une histoire, que c'est alors plausible, peut-être pas, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de très bien construit où on a un début, on a un milieu, on a une fin et ça s'entremêle et c'était très bien fait. En tout cas, c'était une super idée de mêler contes de fées, zombies, ça match pour la plupart des nouvelles. On continue avec Idealis, le tome 2, qui pour moi n'est pas forcément un tome 2 parce qu'en fait en VO, Idealis c'est un seul et même roman. Un seul roman. Ça a été découpé en deux parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la taille du tome 1, mais il faisait plus de 800 pages. On est plutôt sur du 500 pages sur celui-ci, mais imaginez sortir un roman de 1500 pages, c'est juste pas possible. Donc Bayard a choisi de le découper en deux, mais vraiment prenez ce roman dans son intégralité. Franchement, si vous commencez à lire Idealis,
il faut que vous ayez le tome 2 sous la main parce qu'il n'y a pas forcément de cliffhanger à la fin du 1. On est dans la continuité, c'est une seule et même histoire qui ne peut pas forcément être dissociée. Donc j'ai lu ce tome 2, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. On est dans de la grosse science-fiction. Clairement, dans cette collection, normalement Bayard sort du young adulte, mais pour moi c'est de l'adulte complet parce que déjà le premier tome était très complexe, on est dans un vocabulaire spatial très complexe, il y a de la technique, il y a des notions vraiment d'astrophysiciens, clairement, hein. On nous parle, même à la fin de ce roman, on a même des... Là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a même les théories sur l'anthropique principia, l'espace-temps et le voyage supraluminique. Voilà, on est dans quelque chose de très technique, de très scientifique. Donc franchement, si vous aimez la science-fiction, dans ce genre-là, vous serez servi avec Idéalis parce que Christopher Paolini a fait une documentation, mais de fou pour écrire ce livre. Parce que clairement, il n'est pas facile d'accès. Je pourrais pas vous dire que c'est hyper facile de se plonger là-dedans. Non, il est compliqué à comprendre parce que il est basé sur une documentation propre au voyage spatial et ça rajoute de la plus-value à un roman. Quand vous savez que l'auteur sait de quoi il parle, c'est magique. Ce tome 2, finalement, est très centré sur l'action. Parce que le tome 1 était une énorme introduction, il se passait beaucoup de choses, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'action, mais finalement, comme on est à la fin de l'histoire, tout s'accélère. On est dans une guerre totale, des batailles spatiales, une guerre entre plusieurs espèces, puisque dans le tome 1, nous suivions Kira, qui faisait partie d'une équipe d'exploration, qui a atteint une planète, et qui va tomber dans une grotte et à ce moment-là découvrir une sorte de poussière noire qui va complètement prendre possession d'elle. Et on va se rendre compte que il y a de la vie extraterrestre et ça va partir vraiment dans quelque chose dont je m'étais jamais douté. J'ai adoré ce revirement de situation, de cet élargissement d'univers. Et dans ce tome 2, eh bien c'est la conclusion. Donc vraiment beaucoup d'action, ça ne s'arrête jamais. Et encore une fois, vraiment quelque chose de très complexe. Et j'ai encore adoré, j'ai adoré parce que c'est la continuité. Si on a aimé le 1, on adorera le tome 2, c'est pas possible autrement. Les personnages évoluent, je me suis beaucoup attachée au personnage, surtout à un personnage non humain qui est l'intelligence artificielle du vaisseau qui est Grigorovitch et qui est complètement fou. Quand vous le découvrez dans le tome 1, il est complètement fou. C'est une IA complètement incohérente, on ne comprend pas. Et puis au fur et à mesure, on apprend son histoire et je me suis prise d'empathie complètement pour cette IA. Et quand on voit comment ça se termine, et ben ça tourne autour d'elle et c'est un beau... C'est beau, clairement c'est beau comment ça se termine, j'ai beaucoup aimé, c'était parfait, franchement un roman de science-fiction très complexe, de space opéra qui vous retourne le cerveau et qui vous fait vous attacher au personnage. Moi j'ai adoré et si je pouvais, je pense que je relirais les 2 tomes en une fois pour rester plongé dans cet univers-là et pour comprendre un petit peu tout, parce que je pense que c'est pas à la première lecture qu'on comprend tout. Il faut une seconde lecture pour appréhender vraiment cet univers qui a été construit pendant une quinzaine d'années. Christopher Paolini nous l'explique dans les remerciements. Ça sort pas de nulle part, c'est une idée qui a mûri pendant qu'il écrivait la saga Eragon. Et quel boulot! Mais c'est un truc de fou quoi, je suis admirative du travail qui a été fait pour ce roman-là, Idéalis, dont les deux tomes sont indissociables. Donc moi je vous conseille amplement de découvrir cette saga, qui n'en est pas une, puisque c'est un roman unique finalement. Mais ouais, si vous aimez la science-fiction, le space opéra, vous allez adorer Idéalis. Et on va terminer avec Capitale du Sud,
qui est un premier tome. Normalement ça va être une double trilogie, puisque si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a Capitale du Nord qui est sorti début octobre. Et donc on m'avait bien conseillé de commencer par Capitale du Sud, parce que Capitale du Nord spoilait quelques éléments de Capitale du Sud. Donc j'ai eu la chance de recevoir Capitale du Sud, et je ne savais pas, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, parce que clairement j'avais entendu de bons retours et il me faisait envie, et il est présélectionné aussi pour le PLIB 2022. Donc je me suis dit allez, il faut sauter le pas, il faut découvrir cet univers. Et j'étais assez décontenancée au début parce que je m'attendais à quelque chose de fantastique, enfin de fantasy. Et en fait on se retrouve dans une ville qui pourrait clairement être dans notre monde à nous. Et au fur et à mesure de ma lecture, au début je me disais mais il est où le fantastique, elle est où la fantasy? C'est quand même étrange comme roman. À partir de la 135e page, oui, il y a une note de fantastique qui arrive. Et à partir de là, j'ai commencé à ressentir cette addiction pour ce livre. Pourtant, je vous dis, au début, c'est une histoire assez classique. On y suit un jeune garçon qui fait de la négoce auprès de gens. Hein. Il est commis et il va essayer de vendre un petit peu à ses clients tous les produits qu'il arrive à négocier. Et là, en fait, il va négocier un vin. Voilà, la production d'un vin qui est fait intramuros de cette ville et qu'il va essayer de vendre comme le vin intramuros. Et après, il y a plusieurs personnages qu'on suit. On suit son chef, le duc. Ce sont des villes qui sont gérées par des duchés. Bref, c'est un peu complexe. Quand vous rentrez là-dedans, vous savez pas trop où vous allez. Il y a cette histoire de vin. Et franchement, on se dit, mais où je suis tombée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et au fur et à mesure, les personnages prennent de l'ampleur. Cette histoire de vin prend aussi de l'ampleur. Elle est conjuguée à une histoire de canal qui doit être creusée dans les règles de l'urbanisme de la cité. Et en fait, finalement, le personnage principal de ce roman, c'est la cité, c'est la ville. Et on découvre cette ville avec tous ses protagonistes qui agissent autour d'elle et qui vont conduire à quelque chose où la ville va être mise à feu et à sang, clairement. Bref, c'est une montée en puissance tout au long de ce roman, avec cette petite touche de fantastique qui arrive et qu'on ne comprend pas forcément sur le coup, et pareil, qu'on va découvrir au fur et à mesure. En fait, c'est hyper subtil. Ce roman est très très subtil. On est avec un roman où finalement il n'y a pas beaucoup de dialogue, on est beaucoup dans de la narration. On nous explique ce qu'est cette ville, on nous explique le rapport qu'a chaque personnage avec cette ville. Il y a toute une mythologie autour de la fondation de cette ville qui est hyper intéressante. Et bref, ça se construit au fur et à mesure. Finalement, ce premier tome, c'est une énorme introduction sur ce qui va se passer par la suite et ce qui va poser problème dans cette ville. Et clairement j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Franchement, je vous aurais pas dit ça en lisant les 150 premières pages parce que j'étais perdue, je ne voyais pas où on allait aller. Et au fur et à mesure, eh ben écoutez, je me suis prise de passion pour cette ville et pour ses personnages et je n'avais pas envie de m'arrêter. Donc c'était un pari risqué parce que je vous assure que les 100 premières pages, j'étais pas à fond du tout dans ma lecture, mais il y a quelque chose dans l'écriture, il y a quelque chose dans cette mythologie, dans cette histoire qui m'a séduite. Et maintenant, eh ben, écoutez, je vais me plonger dans Capitale du Nord pour découvrir la suite et peut-être retourner un petit peu dans Capitale du Sud par son intermédiaire. Voilà, écoutez, je vous ai parlé de ces 3 romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ils sont tous sortis. En attendant, voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.